Le théâtre antique, une histoire d'homme, mais Antigone, c'est bien une histoire de femme. Cette capsule vidéo te permettra d'en apprendre davantage sur la naissance d'un genre séculaire, le théâtre. Le théâtre grec tire son origine du char de Thespis. D'après certaines légendes, Thespis aurait parcouru les campagnes avec sa troupe sur son char rustique qui lui servait également de scène. Ce qui est certain, c'est que les premiers théâtres grecs ont été des aires de battage pour le blé où s'animaient les remerciements des paysans à Dionysos. À l'origine, d'après ce schéma, on le voit bien, vous aviez ces paysans, ces groupes d'individus qui se rassemblaient autour d'un autel. Vous le voyez sur la vignette A. Cet autel était en l'honneur de Dionysos. Petit à petit, au fil de l'histoire, les hommes se sont rapprochés de l'autel et se sont mis à raconter. Raconter, mettre en scène, théâtraliser. Pourquoi raconter ? Pour faire jouer ce qu'on appelle la mimésis. Et la mimésis, employée par Aristote pour décrire l'imitation, la représentation du réel par la littérature. Le mot est utilisé par divers chercheurs pour désigner des types variés d'imitation. Les Grecs jouaient donc du théâtre pour faire face aux mystères et conflits qui les inquiétaient. Ils cherchaient à se créer un miroir social, un reflet plus ou moins caricatural de la société qui leur permettait de mieux la comprendre et de mieux dénoncer ses imperfections, de véhiculer les courants de pensée de leur époque. Un théâtre grec. En demi-cercle, il s'adossait à la pente d'une colline où se formait un auditorium naturel. Il se composait de 3 grandes parties. Tout d'abord, l'enceinte, les gradins, où se situaient les spectateurs. Celle-ci occupait plus de la moitié d'un cercle et était fermée par un mur extérieur, appelé analemna. L'orchestra, partie la plus ancienne, espace circulaire, diamètre d'environ une vingtaine de mètres, au centre duquel se trouve l'autel de Dionysos, le Timlé, où évolue le chœur. Et enfin la scène, la skéné, une plateforme élevée de 1 ou 2 mètres soutenue du côté des spectateurs par un mur supportant les décors et sur lequel évoluent les acteurs, ce qu'on appelle donc le proskénium. Au premier rang, on trouvait les prêtres, les magistrats, ainsi que des Athéniens et des étrangers ayant préséance, la proédrie. Dans un secteur réservé dans les travées, il y avait les bouleutes, éphèbes et métèques. Les femmes se trouvaient sur les gradins les plus élevés. Aller au théâtre, comme vous le voyez ici avec d'un côté le théâtre grec ou le théâtre romain, variait d'une époque à l'autre. Ainsi, on observe bien une réduction des gradins dans le théâtre romain au profit de la scène qui va devoir s'agrandir et nous permettra de passer à une mise en scène ou une organisation de l'espace en double partie, c'est-à-dire les acteurs face au public. Aller au théâtre était attractif parce que le théâtre avait un rôle pédagogique et était destiné à tous. L'entrée coûtait 2 oboles, soit le salaire d'une journée pour un pauvre. Les entrées des citoyens pauvres sont payées par l'État sur le fond des spectacles, le théoricon. Ayant payé, le spectateur recevait un jeton, le cymbolon, sur lequel la place était inscrite. Le théâtre est certes un divertissement, un événement de la vie sociale, mais il ne faut pas omettre son caractère instructif. Ainsi, le théâtre est une mise en scène de l'État démocratique. Il vise à inculquer des valeurs morales aux citoyens, à se pencher sur des problèmes de la vie en communauté par le biais de la mythologie. Et en fait, c'est vraiment un véhicule populaire d'idées. De plus, le théâtre était considéré comme un service public obligatoire. Il fait donc partie intégrante de la vie de la cité. C'est pour ça que le prix des places était très modique, et les plus pauvres pouvaient assister donc gratuitement au spectacle. Parfois même, ils pouvaient recevoir de l'argent pour compenser la perte de leur journée de travail. Le théâtre n'est donc pas un spectacle réservé aux plus riches, c'est une cérémonie qui rassemble toute la cité. Vous avez ici donc le théâtre d'Épidore,
pour l'Empire grec, et pour l'Antiquité romaine, vous retrouvez la photo d'Aspendos. Les acteurs sont des hommes au théâtre, ce qui peut poser problème pour interpréter des rôles de femmes comme ceux d'Ismène ou d'Antigone. C'est le recours aux masques qui donnera un visage à ces femmes de papier. Les masques sont faits de liège, de cuir ou de bois et permettent aux spectateurs de connaître l'identité du personnage joué. En outre, le masque sert de caisse de résonance dans le théâtre. Voici des costumes utilisés dans l'Antiquité grecque. Cette photo du dernier spectacle de Wajdi Mouawad pour la trilogie des femmes illustre bien ce que peut être la tragédie et peut-être aussi son étymologie, à savoir le chant du bouc. Ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Antigone a préféré se donner la mort car elle ne pouvait pas faire autrement que de donner une sépulture à son frère sous peine de subir la vengeance des dieux. Elle a également un sentiment d'injustice parce qu'elle-même n'aura pas le droit à ces cérémonies funéraires. Donc on peut en faire l'interprétation suivante. Malgré la présence sur Terre de lois humaines incarnées par Créon, la seule loi qui règne exprimée au travers d'Antigone est la loi divine et ses règles, ses rites obligatoires. D'un point de vue spécifique, l'opposition de Créon a donné des hommages, d'un point de vue politique, l'opposition de Créon a donné des hommages funéraires à Polymée pour le punir de s'être détourné contre sa patrie, souligne que chaque citoyen grec se doit de respecter sa patrie et doit toujours l'honorer. Alors, on s'apercevra que cette idée de mimésis qu'on avait évoquée précédemment aussi, en fait, continue à exister, ne serait-ce que par la conduite l'attitude du groupe face, par exemple, à des biens de consommation dits de luxe. On peut penser aux montures de luxe, Dior, Chanel, Prada, Ray-Ban, etc. Où là, la mimésis fait que l'être humain a besoin, pour se reconnaître comme faisant partie d'un groupe, d'avoir les mêmes attributs que l'ensemble du groupe. Et concernant la tragédie avec Antigone, on voit bien ici que la tragédie, dans cette histoire, va mettre des personnages de rang élevé en scène. Et elle se dénoue souvent, très souvent, par la mort d'un ou plusieurs personnages. Son but est donc de susciter la terreur et la pitié. La structure d'une tragédie telle que vous pouvez l'observer dans Antigone, vous avez un prologue qui est parlé, qui se situe avant l'arrivée du chœur, le parodos, qui est le chant d'entrée du chœur, souvent sur un rythme de marche. Ensuite, vous trouvez plusieurs épisodes, il y en a 5 dans Antigone, et l'exode, sortie du chœur, qui là est parlé aussi. Le chœur, en fait, a une très grande importance dans la tragédie grecque, il représente la collectivité, il ne quitte jamais la scène pour que le héros soit toujours confronté à l'intérêt collectif et n'agisse pas en fonction de son bien-être personnel. Un autre aspect qui est très présent dans la tragédie, c'est ce qu'on a appelé la catharsis, c'est-à-dire finalement la capacité de la tragédie à montrer le destin tragique de ceux qui ont cédé à leur pulsion en fait. En vivant ces destins malheureux par procuration, les spectateurs ou les lecteurs sont censés prendre en aversion les passions qui les ont provoquées, donc les détester. Pour que cette catharsis soit possible, il faut que les personnages soient en imitation. Donc la mimésis qu'on retrouve, le fait d'imiter des passions humaines. Le meilleur exemple donc étant Oedipe, donc voilà évidemment, qui s'est rendu compte très tardivement, sans le savoir, qu'il avait épousé Jocaste sa mère et qui donc va décider de se crever les yeux en apprenant cette découverte, puisque de leur union, on n'oubliera pas que vont naître 4 enfants, dont Ismène, Polynice et Antigone. De nos jours, les moyens de catharsis sont plus diversifiés que le théâtre. On peut penser à la violence des jeux vidéo, qui va permettre aux joueurs de canaliser leurs pulsions négatives. Quand vous jouez à un jeu de combat, vous n'êtes pas dans la vie réelle, mais vous allez, entre guillemets, entrer dans la peau du personnage du joueur qui est à l'écran, et vous allez pouvoir libérer un certain nombre de vos propres pulsions à travers l'image du joueur dans le jeu vidéo, en fait. Donc là, c'est aussi l'expression de la catharsis.
Du coup, le jeu va être aussi le lieu d'expression d'émotions qui sont réprimées dans le contexte social, dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, je parlais tout à l'heure du chant du bouc. Donc, en fait, le mot tragédia est composé de ces deux mots, bouc et chant. Alors, la signification est assez controversée car ce mot pourrait être lié au satyre, qui était en fait le compagnon de Dionysos. Et on se souvient que l'origine du théâtre, c'est vraiment cet hommage au dieu du Dionysos, hein. Donc, c'est des temps de fête vécus dans la société antique grecque. Donc, et ce compagnon Dionysos, ce satyre est mi-homme, mi-bouc, mais ça peut aussi renvoyer à l'acte du sacrifice qui est fait avant le début de la représentation. C'est pour ça que dans le théâtre antique grec, vous avez l'autel à Dionysos. Le chant du bouc serait donc l'expression de la plainte du bouc menée à l'autel sacrificiel. D'autres donnent au chant du bouc la signification du rappel de la lutte du héros tragique qu'il s'est perdu d'avance. Ce qu'on a appelé aussi le dilemme tragique, c'est-à-dire que finalement Antigone elle est face à deux choix qui n'en sont pas, qui de toute façon vont la conduire à la mort ou en tout cas à la négation d'elle-même. Soit elle obéit à Antigone mais du coup n'a pas les... Soit elle obéit à Créon mais du coup ne vit pas sa vie en tant que femme libre, pleine et heureuse et elle ne pourra pas supporter de vivre avec l'absence de sépulture de Polynice. Soit elle décide de mener sa vie telle qu'elle l'entend et finira effectivement emmurée vivante, pendue au bout d'une corde, chez Sophocle. Les auteurs les plus célèbres vont être principalement, en tout cas pour la tragédie, Échille, Sophocle et Euripide, et le théâtre va vraiment remplir très exactement le 5e siècle. Et chacun est lié à une période historique distincte, à un état d'esprit qui lui correspond. Échille appartient à la glorieuse génération de Marathon, Marathon qui a donc donné son nom aux célèbres épreuves. Donc il vécut la bataille de Salamine, puis la fin des guerres médiques, mais aussi le passage d'Athènes à la démocratie. Sophocle, lui, va connaître l'apogée d'Athènes, l'enthousiasme des travaux pour l'Acropole, le Parthénon. Euripide va subir la guerre du Péloponnèse, Athènes contre Sparte, et va refléter les souffrances de cette période dans ses écrits. Voilà, j'espère que vous en savez davantage sur le théâtre antique grec.